La leçon de ce soir s'inscrit dans les deux modules perspectives sur les maladies et celui qui est actuel, comment nous soignerons-nous, qui se poursuivra jusqu'au dimanche 26 mars. Philippe Skourilski, vous êtes directeur général de l'Institut Pasteur, professeur au Collège de France, et je vais ajouter à votre titulature quelque chose qui nous ramène à vos travaux de recherche. Vous êtes chef de l'unité de biologie moléculaire du gène à l'Institut Pasteur, directeur scientifique de l'unité de recherche en immunologie fondamentale et appliquée à l'INSERM. Par ailleurs, vous êtes membre de l'Académie des sciences. Vous avez publié plus de 300 articles et ouvrages, et je cite particulièrement celui qui a été discuté, La science en partage, et vous êtes le co-auteur avec Geneviève Vinet d'un rapport qui a été remis récemment au Premier ministre sur le principe de précaution. Cet ouvrage a été publié chez Odile Jacob et à la documentation française. Ce soir, vous allez nous parler des défenses immunitaires et vaccinations. J'allais dire c'est une vieille histoire qui remonte à cette relation entre les micro-organismes et les êtres déliés que nous sommes, et c'est une histoire de vie et de mort. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans les 50 minutes qui viennent, je vais tâcher de tracer les contours de l'immunologie contemporaine et des grands problèmes qui se posent à nous, y compris et surtout en matière de vaccination. Ce n'est peut-être pas par hasard si dans ce cycle de conférences, vous n'en avez qu'une sur l'immunologie. C'est une discipline qui n'est pas très simple. Et elle tire sa complexité, bien entendu, de son objet propre, qui est le système immunitaire, qui chez l'homme est constitué de milliards de cellules. C'est un système qui fonctionne en réseau, qui présente quelques similitudes avec le système nerveux, dans la mesure où le système immunitaire, comme le système nerveux, possède une mémoire, et c'est bien entendu de là que dérivent les capacités de vaccination. C'est également un système, bien entendu, qui perçoit les changements dans l'environnement et qui réagit aux changements de l'environnement. Mais vraiment là s'arrêtent ces similitudes qui sont des analogies sans autre fondement, car dans cet immense réseau, et contrairement à ce qui se passe dans le système nerveux central, où les cellules sont immobiles, ici les cellules bougent. Les cellules du système immunitaire migrent dans tous les sens, elles patrouillent dans tout l'organisme, dans le sang, par la lymphe, elles surveillent tous les organes et le corps entier se trouve essentiellement sous surveillance immunitaire. Les interactions entre cellules sont fondées sur des principes tout à fait étonnants. Les contacts entre cellules jouent évidemment un rôle principal. Ces contacts sont soit des contacts directs qui supposent que des récepteurs et des ligands se retrouvent, s'adaptent, ou encore que des cellules émettent des médiateurs, des espèces d'hormones qu'on appelle des cytokines. Et ces hormones, pour la plupart, ont la propriété d'avoir un demi-temps de vie très court, de telle sorte qu'elles n'agissent qu'à courte distance, parce qu'au fur et à mesure du temps et de l'espace, bien entendu, leur activité, leur concentration se dilue. Ainsi se trouvent construites toutes sortes d'interactions dans cet ensemble immense de cellules et immensément divers, comme nous allons le voir, avec deux types de spécificités. Une spécificité qui est une spécificité de type moléculaire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des récepteurs qui reconnaissent de façon très stricte des structures qui sont complémentaires, mais aussi un autre type de spécificité qui est encore trop peu compris et trop peu travaillé à l'heure actuelle, qui est tout simplement ceci, que lorsqu'une cellule se trouve au bon endroit, au bon moment, elle peut agir de façon spécifique, même si, en tant que telle, elle n'a aucune spécificité réelle. On distingue dans le système immunitaire deux grands bras. On distingue classiquement ce qu'on appelle l'immunité adaptative et également ce qu'on appelle l'immunité innée. Et je vais passer un certain temps à développer ce qu'est l'immunité adaptative avant de vous parler de l'immunité innée. L'immunité adaptative est en fait plus connue que l'immunité innée, en ce sens que les anticorps sont maintenant connus de tous,
ce sont des molécules dont les structures sont parfaitement bien connues. On sait maintenant chiffrer leur diversité. Chez l'homme, on pense qu'il y a environ 1 milliard d'anticorps différents. Bien entendu, vous connaissez tous le nombre de gènes chez l'homme. Ces gènes sont de l'ordre, le nombre des gènes chez l'homme est à peu près connu maintenant. On l'estime aujourd'hui, je pense, à 160 000. Je pense qu'il va augmenter de façon asymptotique vers les nombres qui sera peut-être d'environ 200 000. Et bien entendu, se trouve là un paradoxe, en ce sens que nous savons bien que les gènes codent pour des protéines, et là nous avons beaucoup plus de protéines différentes que de gènes dans l'organisme. Nous avons des milliards d'anticorps contre 200 000 gènes au total. La résolution de ce paradoxe constitue un épisode absolument superbe de l'histoire des sciences qui découle de la découverte que les cellules qui produisent les anticorps sont le lieu de réarrangements génétiques particuliers où des segments de gènes sont réassortis au hasard, de sorte que, à partir de quelques centaines de fragments, on arrive par une combinatoire particulière au sein de ces cellules particulières à fabriquer des milliards de combinaisons. Il y a donc des milliards d'anticorps différents qui sont fabriqués par des milliards de cellules différentes. Ces cellules s'appellent les cellules B. Et qui patrouillent dans l'organisme, ce sont donc ces milliards de cellules B qui portent chacune à leur surface un anticorps qui a une structure spécifique. Et j'ai coutume de comparer ce système au guetteur du désert des Tartares, parce que la plupart de ces cellules qui portent des anticorps particuliers à la surface ne verront jamais rien venir. Seules quelques-unes d'entre elles, au cours du temps, au cours des infections, seront utilisées par le système immunitaire. Ce qui se produit en effet, c'est qu'au cours de l'intrusion d'un pathogène dans l'organisme, au hasard des rencontres, la cellule qui porte l'anticorps qui a la structure complémentaire, disons, du virus de la grippe, va s'y coller en quelque sorte, et cet événement va déclencher la prolifération de cette cellule qui porte cet anticorps particulier, et cette prolifération, au bout d'un certain nombre d'étapes, se traduira par la fabrication massive d'anticorps spécifiques. Vous voyez donc que ce mécanisme qu'on appelle mécanisme d'expansion clonale est très étonnant, c'est-à-dire qu'il constitue en quelque sorte le prix à payer pour que dans un jeu de structures complémentaires extrêmement diversifiées, il s'en trouve une qui finalement puisse coller à la structure qui est dangereuse pour l'organisme. Je mentionne d'ailleurs qu'au terme de cette expansion clonale, le système forcément revient à l'équilibre, c'est-à-dire que vous avez des millions et des millions de cellules spécifiques qui sont produites à un instant donné en réponse à un pathogène, et lorsque le problème est réglé, que le pathogène a été éradiqué, le système revient à un état d'équilibre avec beaucoup moins de cellules spécifiques. Il en reste néanmoins en plus grand nombre, et c'est de là que provient la mémoire immunitaire dont je vous ai dit que, bien sûr, elle est la base, le fondement, de la vaccination. Mais si nous raisonnons un petit peu sur ce processus sélectif qui fait qu'au milieu de milliards de cellules différentes, il y en a quelques-unes qui sont utilisées, vous voyez que nous avons apparemment un gâchis absolument phénoménal, puisque, comme je vous l'ai dit, la plupart de ces cellules ne serviront jamais à rien. Et ce prix à payer nous invite à réfléchir à ce qui est une constante dans la biologie, c'est-à-dire le rapport entre les théories qui sont dites sélectives et les théories qui sont dites instructives. Dans l'histoire de l'immunologie, on trouve en effet que, au départ, personne n'imaginait que ce gâchis aurait un sens. Et donc, on imaginait plutôt qu'il existait un mécanisme qui ferait que lorsque le pathogène s'introduit dans l'organisme, il existerait un système qui fasse que l'anticorps, la protéine, se moulerait en quelque sorte sur le pathogène pour en épouser la forme. Et donc, une cellule ou un jeu de cellules recevrait une instruction qui ferait que le système synthétique se moulerait sur le pathogène.
Eh bien, la faiblesse de cette théorie instructive, c'est avant tout de sous-estimer l'ampleur des combinatoires dans le monde vivant et la possibilité que l'on procède autrement, c'est-à-dire que l'on fabrique des millions ou des milliards de combinaisons au hasard et que de celles-ci, on extrait, lorsqu'il le faut, la combinaison adéquate pour la développer et l'utiliser par ce processus d'expansion clonale. Quand on y réfléchit également, on s'aperçoit qu'on est devant un système qui est assez étonnant, puisqu'en réalité, l'expérience nous montre avec la souris, par exemple, qui est l'animal de laboratoire préféré des immunologistes, l'expérience nous montre qu'en y mettant le prix, c'est-à-dire le nombre d'injections et les bonnes procédures, on arrive à faire des anticorps contre à peu près n'importe quoi. Et de cela, on peut déduire que l'ensemble des formes qui est contenu dans l'ensemble des anticorps, cet ensemble des formes recouvre à peu près le champ des possibles. Et il est intéressant de méditer sur le fait qu'un processus aléatoire, puisque ce sont des réassortiments de segments qui, dans ces cellules, refabriquent des gènes au hasard, un processus aléatoire finit par saturer le champ des possibles et aboutir en fait, dans la réalité, à un quasi-déterminisme. Je voudrais insister cependant sur le fait qu'il y a un compromis nécessaire qui est très simple et qui a un petit peu échappé à l'attention des chercheurs sur la diversité potentielle et la circulation des lymphocytes dans l'organisme. Et je prends simplement le problème suivant. Pourquoi n'y a-t-il que 1 milliard d'anticorps différents, si c'est à peu près le chiffre exact? Pourquoi 1 milliard plutôt que 100 milliards, 1000 milliards, 1 million, etc. L'hypothèse que l'on formule à l'heure actuelle est que ce chiffre résulte d'un espèce de compromis évolutif entre deux tendances contradictoires. D'un côté, bien entendu, on pourrait souhaiter disposer du maximum de structures spécifiques possibles et donc on pourrait penser que s'il y avait 1000 milliards d'anticorps différents dans l'organisme, ce serait mieux que s'il y avait 1 milliard d'anticorps différents. Mais réfléchissez maintenant au problème qui est totalement pratique suivant, c'est qu'un pathogène pénètre dans l'organisme, vous savez que généralement il pénètre par les muqueuses, alors très souvent par les voies aériennes, par les poumons par exemple. Bon. Et le problème ensuite, c'est que la cellule B qui porte l'anticorps congru doit rencontrer l'antigène. Et donc il y a une probabilité de rencontre qui est nécessairement fonction de la vitesse de recirculation des lymphocytes dans l'organisme. Et donc, quelque part, vous voyez que s'il y avait trop de lymphocytes différents, la probabilité de rencontre pourrait être diminuée et le temps de rencontre nécessaire à une réaction adéquate pourrait s'allonger au-delà de ce que la pathologie pourrait permettre. En d'autres termes, si, après avoir été infecté par le virus grippal, il me faut 3 semaines, ou il faut 3 semaines à un lymphocyte pour rencontrer l'antigène, j'ai le temps d'avoir un accident sérieux et éventuellement de mourir de la grippe, parce qu'on oublie que la grippe est une maladie mortelle, avant que le système immunitaire ne se soit déclenché. Et donc il y a forcément un compromis entre le nombre de cellules qui portent la bonne spécificité et le taux de circulation des lymphocytes dans l'organisme, de façon que les réactions puissent se produire au hasard encore une fois, mais dans un délai, un espace de temps qui est raisonnable. Aujourd'hui, on estime que ce délai, cet espace de temps, est probablement de 24 à 48 heures. Il existe en plus, je vous le mentionne, un deuxième mécanisme secondaire qui est tout à fait remarquable, qui fait que les anticorps peuvent mûrir, comme on dit dans le jargon des immunologistes, par un mécanisme tout à fait étonnant qui est celui-ci, que je vous décris très brièvement. Lorsqu'il y a eu expansion clonale, contre donc un antigène porté par le virus de la grippe, lorsque donc vous avez quelques milliers, centaines de milliers, voire millions de cellules spécifiques qui se sont développées dans l'organisme et qui reconnaissent ce virus grippal, un deuxième mécanisme se met en branle qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ces cellules
connaissent un deuxième épisode de mutation complètement spécifique qui fait qu'à partir de cette structure, qui possède déjà une bonne capacité de reconnaissance, toutes sortes de mutations se produisent au hasard pour produire encore une fois des mutants, mais à partir d'une structure préétablie, et ces mutants vont faire émerger au hasard encore une fois des structures qui seront plus complémentaires, plus collantes, si j'ose dire, plus adaptées, et donc plus efficaces pour neutraliser l'antigène que la structure initiale. Et donc, c'est une sorte de mécanisme en deux temps, à deux coups, qui fait que d'abord, vous avez une expansion de quelque chose qui reconnaît convenablement l'antigène, et dans un deuxième temps, vous faites encore mieux par ce mécanisme de mutation secondaire qui réengendre des mutants au hasard qui vont avoir une spécificité encore mieux adaptée à l'antigène. Voici donc en gros le système le mieux connu, celui des anticorps. Mais il existe un autre système qui est très très étonnant et qui a fait l'objet au cours des 20 dernières années d'énormément de travaux, qui concerne une deuxième catégorie de cellules qu'on appelle cette fois les cellules T, alors que les autres s'appelaient les cellules B, et qui possèdent également à leur surface des récepteurs qui ont plus ou moins une bobine d'anticorps, qui ressemblent à des anticorps, qui sont fabriqués par un mécanisme à peu près analogue, des réarrangements de segments qui produisent au hasard toutes sortes de combinaisons. Et là encore, on estime que la diversité de ces cellules T est probablement de quelques dizaines, centaines de millions chez l'homme, peut-être pas très loin du milliard. Donc nous sommes dans les mêmes ordres de grandeur. Et ces données sont en fait tout à fait récentes. On sait que depuis quelques mois seulement, d'ailleurs, que la diversité de ces cellules T est à peu près de cet ordre de grandeur. Et la question est, mais que reconnaissent ces cellules T? Et là, il y a un deuxième épisode magnifique de l'histoire des sciences qui a amené à une découverte tout à fait surprenante. On croyait au départ que ces cellules T, qui, comme les anticorps, sont destinées à reconnaître les intrus, les agents étrangers dans l'organisme, allaient reconnaître à peu près la même chose. Bon. Alors vous allez me dire, mais à quoi elles servent ces cellules T? Elles servent à deux choses, ou trois choses en fait. Elles agissent comme des régulateurs de la synthèse des anticorps. Elles agissent également comme des médiateurs de l'inflammation parce qu'elles relayent dans les tissus au site d'infection des capacités de synthèse de ces médiateurs, de ces hormones, de ces cytokines dont je vous ai parlé. Et elles agissent aussi, ou certaines d'entre elles plus exactement, et je m'étendrai plus tard un peu plus longuement sur ce point, elles agissent aussi comme des cellules tueuses qui sont capables de reconnaître les cellules infectées par le virus et elles se collent à elles. Et comme les journalistes le disent avec si bien, elles délivrent le baiser de la mort qui fait qu'elles déclenchent chez la cellule infectée un processus qu'on appelle d'apoptose qui déclenche la mort programmée chez ces cellules et qui fait que ces cellules volent en éclats, si j'ose dire. Et je reviendrai sur ce point. Mais la grande découverte, la plus étonnante, a été de trouver que ce que reconnaissent ces cellules T, ça n'est pas l'antigène, c'est-à-dire en gros généralement une protéine, quelque chose qui est de l'ordre d'un espèce de globule composé de quelques centaines d'acides aminés, comme vous savez, mais elles reconnaissent des fragments de protéines dans un système très très intéressant qui provient du fait que les cellules sont en fait, comme vous le savez, des petites usines. Et non seulement elles fabriquent des protéines, mais elles dégradent les protéines. Rien dans la vie n'est éternel, bien entendu. Et donc, il existe dans les cellules des systèmes synthétiques qui fabriquent les protéines, comme on le sait bien, à partir des gènes. Mais il existe aussi, et c'est un peu moins glorieux, des systèmes qui dégradent les protéines, celles qui sont mal faites, mal bobinées, celles qui sont fatiguées quelque part ou coupées, etc.
Et donc, ce qui se passe, c'est que dans ce système de dégradation des protéines, il y a une sorte de circuit de dérivation qui fait que des petits fragments d'une dizaine de ces acides aminés sont extraits de la cellule pour apparaître à la surface. Et c'est ça que reconnaissent les cellules T. Elles reconnaissent des petits bouts, là où les anticorps reconnaissent l'ensemble, l'intégralité de la protéine. Alors, il y a toutes sortes de conséquences à ça, et je vais m'étendre quelques minutes sur ce point, parce que c'est tout à fait étonnant. D'abord, bien entendu, des fragments comme ça, des petits bouts de protéines, c'est en quelque sorte volatile, le terme est malvenu, mais évidemment c'est instable, c'est fixé à rien du tout, ça flotte dans le milieu. Et donc, il y a nécessité, pour que ces fragments conservent une existence et puissent être reconnus, il y a nécessité qu'il existe des molécules pour les présenter. Ces molécules, on a découvert que ce sont les molécules HLA du système majeur d'histocompatibilité qui fut découvert notamment par Jean Dosset, comme vous le savez bien. Donc, en tout cas, on comprend que ces fragments flotteraient et seraient dégradés, perdus, s'ils n'étaient accrochés à quelque chose qui les retient et qui les expose à la surface. Donc des présentoirs. Mais j'introduis maintenant une deuxième notion qui est celle-ci. Je vous ai dit que la dimension des deux systèmes de cellules, B et T, la complexité ou la diversité était à peu près la même, de l'ordre chez l'homme, encore une fois, de 100 millions à 1 milliard. Or, quand vous réfléchissez aux capacités à la complexité du système, si je prends un antigène qui fait quelques centaines d'acides aminés, il va pouvoir donner naissance à un très grand nombre de fragments d'une dizaine d'acides aminés. Et donc, il y a beaucoup plus de fragments que d'antigènes en réalité. Et par conséquent, le système serait noyé dans la diversité si les systèmes de présentation qui présentent ces fragments à la surface n'étaient pas eux-mêmes des systèmes sélectifs. En d'autres termes, parmi l'ensemble des fragments possibles, il n'y en a qu'un petit nombre qui est sélectionné pour être présenté par ces fameuses molécules HLA. Alors voilà une notion bizarre, mais que l'on comprend. En d'autres termes, si tout était présenté, le système serait noyé par sa propre complexité. Et donc, il faut bien que cette sélection ait lieu et que le système HLA sélectionne ces petits fragments. Mais alors, se greffe là-dessus une deuxième complexité qui est tout à fait bien connue, c'est que le système HLA, comme vous le savez, varie d'un individu à l'autre. En d'autres termes, les propriétés sélectives des molécules HLA ne sont pas les mêmes entre les individus, de telle sorte que le système de sélection qui sélectionne ces peptides, qui sélectionne ces fragments, qui extrait de cette masse d'informations un sous-ensemble, ce système est variable d'un individu à l'autre, et il en résulte que nous sommes fondamentalement différents et parfois inégaux devant la maladie et devant les réactions du système immunitaire. Il arrive en effet que de temps en temps, le système HLA de tel ou tel individu, de tel ou tel d'entre nous, soit incapable d'extraire un quelconque fragment de façon efficace de protéines d'un virus déterminé. Par exemple, on sait qu'au Japon, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, il y a une certaine sensibilité au virus de l'hépatite B, et c'est lié au fait que les prototypes des molécules HLA qui sont les plus répandus ne sont pas toutes capables de fixer des fragments qui proviennent des protéines du virus de l'hépatite B. Je simplifie un peu, bien entendu, mais vous voyez que cette discrimination entre les individus peut introduire une véritable disparité devant les réactions immunitaires et donc possiblement devant les maladies infectieuses et peut-être, nous allons y venir, devant les cancers et devant certains cancers, devrais-je dire, et devant les pathologies dites auto-immunes. J'y arriverai dans un instant. Mais je voudrais quand même essayer de clarifier pour vous la question pourquoi diable existe-t-il deux systèmes de reconnaissance dont je vous dirai en plus qu'ils sont nés simultanément au cours de l'évolution,
et j'arriverai sur ce point un peu plus tard, au cours de l'évolution, on a vu apparaître l'immunité adaptative en bloc. On n'a pas vu apparaître les anticorps d'abord, les cellules T après, ou les cellules T d'abord, les anticorps. Tout est apparu en même temps. Et on ne comprend pas très bien pourquoi les deux systèmes sont apparus en même temps. Eh bien, peut-être qu'une interprétation que je livre à votre réflexion, c'est qu'au fond, tous les systèmes biologiques sont avides de spécificité, avides d'être le plus spécifiques possible, de façon, notamment dans le cas du système immunitaire, d'éviter des réactions contre le soi, contre l'individu lui-même. Or, j'en dirai encore un mot tout à l'heure, mais nous savons qu'un certain nombre de virus, par exemple, lorsqu'ils tentent d'échapper au système immunitaire, trouvent des moyens de développer des protéines qui ressemblent au soi. Et finalement, on peut imaginer que ce système, ce double système de reconnaissance, qui reconnaît d'un côté une protéine en tant que telle et de l'autre des fragments de protéines, est en quelque sorte un système de contrôle de qualité, un double système de reconnaissance, qui fait que, bien évidemment, on peut reconnaître d'un côté la protéine, mais de l'autre, si on reconnaît des fragments et que ces fragments sont spécifiques, on est évidemment moins susceptible d'être trompé par une analogie qui pourrait se trouver dans l'ensemble. Donc le fait d'analyser les fragments est effectivement quelque chose qui porte un élément de spécificité distinct de celui qui consiste à reconnaître la totalité de la structure. Et donc, il n'est pas impossible qu'au fond, ce double système de reconnaissance soit lié à un mécanisme de contrôle de qualité qui assure une spécificité suffisante pour aborder cette discrimination fondamentale entre le soi, ça c'est le langage des immunologistes, entre le soi, les protéines de l'individu, et le non-soi qui est l'extérieur. Alors, ce point est absolument fondamental. C'est que, bien entendu, nous sommes nous-mêmes constitués d'antigènes. Nous sommes nous-mêmes constitués de protéines, et s'il y a 200 000 gènes, il y a en gros 200 000 protéines dans l'organisme, en fait un petit peu plus, mais nous sommes nous-mêmes constitués de protéines, et bien entendu, ce système immunitaire n'est pas censé se retourner contre l'organisme et le détruire. Ce que malheureusement il fait de temps en temps lorsque le système s'égare pour des raisons dont nous pourrons discuter et qu'il commence à attaquer ses propres tissus, et c'est ça une partie des phénomènes que l'on appelle auto-immuns, ou des pathologies plus exactement que l'on appelle auto-immunes. Il existe donc en fait deux formes de soi et deux formes de non-soi. Ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, ce sont les formes de non-soi, et vous remarquerez que dans cette définition, en fait, le système immunitaire est construit de telle sorte que tout ce qui reconnaît le soi est plus ou moins éliminé ou inactivé. Et donc, le système immunitaire, avec cette inactivation donc, de tout ce qui reconnaît le soi, reconnaît tout le reste. Et donc, en fait, tout le reste, c'est l'étranger, c'est ce qui n'est pas le soi, c'est le non-soi. Et finalement, c'est tout bête, le non-soi est considéré comme dangereux, point final. Et donc, une greffe est considérée comme dangereuse par le système immunitaire, et nous savons bien qu'il est difficile de faire accepter une greffe. Mais dans le même temps, bien entendu, n'importe quel pathogène est reconnu comme étranger, comme non-soi, et donc le système immunitaire se mobilise contre lui. Mais je reviens à cette notion d'une double définition du soi. Une définition du soi en tant que protéine, encore une fois, éléments intégraux dans le système, et une définition du soi sous forme de fragments. Parce qu'il y a là une conséquence extrêmement importante. Cette conséquence importante est la suivante. Lorsque le système immunitaire fonctionne, en réalité, bien entendu, il ne fait pas, a priori, de grandes différences entre des fragments qui viennent des protéines de la cellule et des protéines qui viennent de l'extérieur. Ce qui se produit, c'est que les molécules HLA présentent des petits bouts de protéines qui viennent de n'importe où. Et donc, une cellule humaine, et à peu près n'importe quelle cellule humaine, expose à sa surface, c'est un véritable magasin qui expose à sa surface des échantillons de l'ensemble des protéines qui sont à l'intérieur. Et lorsqu'elle est infectée, elle synthétise un certain nombre de protéines en plus,
et du coup elle fait quelques peptides en plus, quelques fragments en plus qui sont exposés à l'extérieur, et ce sont ces quelques fragments en plus qui déclenchent l'action du système immunitaire. Mais ces quelques fragments étrangers sont là au milieu d'un océan de fragments des protéines du soi. Et il y a là une conséquence qui est tout à fait importante. C'est qu'en fait, on comprend maintenant, et c'est une grande découverte qui date d'il y a 15 à 20 ans, on comprend maintenant comment le système immunitaire étend la surveillance immunitaire à une partie de ce qui se passe à l'intérieur même des cellules. Ce qu'on n'imaginait pas auparavant, parce qu'un anticorps, qu'est-ce qu'il peut faire? Il voit juste ce qu'il y a à la surface. Et donc, si à l'intérieur des cellules, il y a des protéines qui sont mal faites, qui sont déréglées, qui sont surexprimées, qui sont exprimées de travers, on ne voyait pas du tout, on n'imaginait même pas que ces protéines puissent être détectées par le système immunitaire. Mais à partir du moment où des bouts des petits fragments de ces protéines arrivent à la surface, présentés par les molécules HLA, on peut concevoir que le système immunitaire parvient à les détecter et puisse éventuellement réagir en cas de dérèglement. Et là arrive ce qui représente l'une des perspectives les plus intéressantes de l'immunologie, très intéressante de l'immunologie aujourd'hui, c'est le fait que l'on sait bien que dans les cellules qui deviennent cancéreuses, il y a des dérèglements, et notamment des surexpressions de protéines ou des expressions aberrantes de gènes qui conduisent à des expressions de protéines qui ne devraient pas être exprimées. La cellule cancéreuse, comme nous le savons, est évidemment fondamentalement déréglée. C'est pour ça qu'elle se multiplie à l'infini, qu'elle échappe à tous les contrôles de division cellulaire, et cela suppose, bien entendu, qu'il y ait des dérèglements internes. Et il se trouve que lorsque ces dérèglements internes se traduisent par des surexpressions de protéines, on voit apparaître à la surface de ces cellules des fragments qui ne sont pas là naturellement, et de ce fait, il n'est pas impossible au système immunitaire de les repérer, et on peut, et on espère plus exactement à l'heure actuelle, arriver à mobiliser le système immunitaire par des opérations qui sont proches de la vaccination, de façon à monter une réponse immunitaire qui reconnaisse ces fragments aberrants à la surface des cellules cancéreuses de façon à les détruire. Donc vous voyez que cet élargissement de la notion de surveillance immunitaire à ce qui se passe à l'intérieur des cellules a une conséquence peut-être fondamentale en matière d'immunothérapie de cancer. C'est du moins ce que tout le monde espère. Je dois vous dire que le point des recherches à ce sujet, c'est que chez la souris, ça marche, et pour l'instant, chez l'homme, on ne sait pas encore faire fonctionner ce genre de principe, mais chez la souris, il est parfaitement établi que l'on peut soigner des tumeurs, éradiquer des tumeurs, par des processus de vaccination fondés sur le principe que je viens de vous exposer. Alors, je passe maintenant à l'immunité innée. Et je voudrais faire un tout petit peu d'histoire parce qu'il est intéressant de voir comment l'immunologie s'est construite en tant que discipline scientifique. Et si on fait un tout petit peu d'histoire, on s'aperçoit que les recherches sur les anticorps, le développement de ces très très belles théories sur la structure, la génération de la diversité des anticorps, ont été extrêmement structurantes pour l'immunologie, lui ont donné une sorte d'identité. On peut dater dans l'histoire l'émergence de journaux scientifiques qui sont dévolus à l'immunologie spécifiquement. Mais auparavant, l'immunologie était une fille de la microbiologie, était associée à la microbiologie, et finalement, on constate qu'à mesure que l'immunologie s'est structurée en tant que discipline autonome, elle s'est éloignée dans une certaine mesure de la microbiologie et fortement concentrée sur ce que j'ai appelé l'immunité adaptative. Et pourtant, on sait bien que l'immunologie recouvre d'une certaine manière la notion d'immunité. On sait bien que la notion d'immunité est une notion ancienne. On sait bien qu'en latin, virus veut dire poison. On sait bien que la mithridatisation consistait à trouver une immunité contre le poison. Et l'on sait bien également qu'il y a beaucoup d'organismes qui n'ont pas d'immunité adaptative, organismes que nous baptisons peut-être un peu hâtivement de primitifs, mais ils n'ont pas d'immunité adaptative et ils se défendent parfaitement ou relativement bien contre beaucoup
de pathogènes. Et donc, il y a donc bien une immunité dite innée qui opère selon un principe ou des principes qui sont très différents. Et cette immunité innée est très importante également dans notre défense contre les pathogènes. En fait, ce que l'on pourrait dire, c'est que probablement au début était la phagocytose. Parce qu'au fond, quand vous y réfléchissez, on ne se mange pas soi-même, ou généralement pas, et donc quand on mange quelque chose, on opère déjà une distinction entre le soi et le non-soi. Et en fait, c'est ce que font beaucoup de cellules dans l'organisme, dans ces organismes que j'appelle primitifs. Par exemple, la mouche serait, selon ce critère, un organisme primitif. La mouche n'a pas de système adaptatif. Mais nous avons également un système d'immunité innée et effectivement nous sommes remplis de cellules qui ont des fonctions de phagocytose et qui sont capables d'ingérer des micro-organismes, qu'il s'agisse de bactéries, de parasites ou de virus. Et donc ce principe de phagocytose est un des fondements de l'immunité dite innée et fonctionne en réalité de façon totalement différente. Cette fois, la discrimination entre le soi et le non-soi est fondée sur une sorte de ségrégation des circuits de synthèse biochimique au cours de l'évolution. En d'autres termes, les bactéries ou certaines bactéries font des molécules qui ne sont pas faites par l'homme. Et du coup, les phagocytes de l'homme disposent de récepteurs qui reconnaissent des sucres, par exemple, qui sont situés à la surface des bactéries. Et donc, au point de vue conceptuel, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les cellules phagocytaires possèdent ces récepteurs, lorsqu'il y a une bactérie qui arrive et qui porte ce récepteur à la surface, eh bien, elles se collent, elles internalisent, elles le digèrent, elles le phagocytent. Bon. Alors, il existe des dizaines de mécanismes d'immunité innée qui couvrent tout un tas de possibilités d'infection. Et c'est un monde en soi que, bien entendu, je n'ai pas le temps de vous décrire. Et l'on voit, si l'on s'adresse maintenant de façon à avoir une vision plus simple des systèmes, si l'on s'adresse à ces organismes primitifs, on voit que la phagocytose est l'un de ces mécanismes, mais que beaucoup d'organismes, par exemple, produisent des molécules qui sont en fait des antibiotiques. Ou encore des molécules produisent des toxines qui en fait sont quelque part des antibiotiques. C'est-à-dire que du point de vue du micro-organisme, une toxine est un antibiotique si elle le protège contre d'autres micro-organismes dans le milieu. Il y a donc toutes sortes de mécanismes différents. Les interférons, par exemple, sont encore un système d'immunité innée. Et de façon très intéressante, ces mécanismes sont très conservés au cours de l'évolution. Ils sont tellement conservés qu'on en retrouve certains chez les insectes, mais aussi chez les plantes. Et il y a des peptides antibiotiques chez les plantes qui ressemblent furieusement à certains antibiotiques que l'on trouve qui sont fabriqués chez les insectes. Mais de façon intéressante, il y en a aussi chez nous. C'est-à-dire qu'on trouve chez l'homme des peptides antibiotiques qui ressemblent assez fortement à des peptides antibiotiques, des défensines, comme on dit, qui sont synthétisés par des insectes. Et donc, ce que l'on voit là, c'est que l'évolution a en quelque sorte capitalisé sur les découvertes de mécanismes qui servent à se défendre. Et pour reprendre le mot célèbre de François Jacob, l'évolution a bricolé à partir de ça, en ajoutant des strates, en réarrangeant les strates de défense et en aménageant tout ça, de telle sorte que, certes, nos défenses innées sont différentes de celles de la drosophile, de la mouche, mais enfin, on y repère facilement des traces et des filiations évolutives, de telle sorte qu'il est aujourd'hui extrêmement utile de se promener, si j'ose dire, dans l'échelle évolutive et dans un certain nombre d'espèces qui sont plus simples à travailler pour apprendre un certain nombre de choses qui peuvent concerner l'homme. Alors, dans ce contexte, l'immunité adaptative, comme je l'ai dit, est un ajout relativement récent. Les évolutionnistes la datent, pour une raison que personne ne comprend, en tout cas pas moi, au moment où sont apparus les poissons avec mâchoire. Les poissons sans mâchoire n'ont pas de cellules B et de cellules T, et les poissons avec mâchoire ont des cellules B, ou un peu quelque chose qui ressemble à des cellules B et des cellules T.
Alors certains pensent que c'est peut-être lié justement au fait d'un changement de mode d'alimentation, pourquoi pas, mais à vrai dire, je crois qu'on n'en sait rien. Mais ce que je voudrais dire pour conclure cette partie, c'est que, bien entendu, les deux systèmes sont articulés l'un sur l'autre, et comprenez bien que l'immunité adaptative requiert, comme je vous l'ai expliqué, une importante prolifération cellulaire. Or, une cellule, ça met du temps à se diviser. Une cellule, ça se divise, quand tout va bien, en 8 heures environ. Et donc, quand vous n'avez qu'une ou quelques cellules spécifiques dans l'organisme et que vous voulez en avoir des millions de façon à avoir une quantité suffisante de cellules pour synthétiser suffisamment d'anticorps, eh bien, pour développer cette population de millions de cellules, il faut des jours. Il faut une semaine, en gros. Et donc, vous voyez que l'immunité adaptative est quelque chose de lent. Et donc, la manière dont les choses sont articulées dans le temps, c'est qu'en général, l'immunité innée intervient rapidement, en premier, et elle prépare le terrain à l'immunité adaptative qui, au bout d'environ 8 jours, prend le relais. Et ensuite, ce qui demeure lorsque l'épisode infectieux a été, si possible, convenablement éradiqué, ce sont des cellules qu'on appelle des cellules mémoire, qui peuvent perdurer dans l'organisme pendant des années, voire des dizaines d'années, et qui font que si la même infection se reproduit, le système de l'immunité adaptative sera remobilisé, mais cette fois nettement plus rapidement que lors du premier épisode. Alors, je voudrais maintenant insister sur le fait que l'immunité, le système immunitaire, et surtout si nous revenons à ce mariage initial entre l'immunologie et la microbiologie, qui est fondé après tout sur le credo à peu près démontré malgré tout que le système immunitaire sert sans doute principalement à nous défendre contre les micro-organismes pathogènes et les envahisseurs. Je crois qu'il est intéressant de voir que le système immunitaire est en fait au cœur d'un équilibre écologique. Et cette notion n'est peut-être pas tout à fait évidente, simplement par le fait que les microbes, on ne les voit pas. Et qu'après tout, il n'y a pas longtemps qu'on les connaît, ça fait à peine plus de 100 ans, enfin 600 ans et quelques années, que l'on connaît les microbes. Avant, on ne les voyait pas, on ne savait même pas qu'ils existaient. Bon, maintenant, on les connaît, mais même aujourd'hui, on sous-estime leur omniprésence. Je peux vous dire que c'est une expérience que je fais souvent faire, que je fais faire à mes enfants. Je prends mes doigts, je les colle sur une boîte de pétri, qui est un milieu de croissance pour micro-organismes. J'incube la boîte de pétri et le lendemain, je vois plein de micro-organismes sur la boîte de pétri. Nous avons des bactéries, des champignons absolument partout dans notre environnement. Et donc, le système immunitaire est effectivement au cœur d'un équilibre écologique entre des organismes qui sont macroscopiques et des organismes microscopiques, mais qui sont possiblement des prédateurs. Bien entendu, certains sont des commensaux. Et nous vivons avec, dans nos intestins, des milliards et des milliards de bactéries qui sont fort utiles pour nous aider à digérer notre alimentation. Mais en revanche, certaines bactéries, certains virus sont évidemment désastreux et sont des prédateurs donc, qui se développent aux dépens des organismes macroscopiques que nous sommes et qu'au choix, ils parasitent, détruisent ou débilitent, parce que beaucoup d'infections, à parasites notamment, sont des infections débilitantes qui ne tuent qu'in fine. Alors, ce qui est intéressant dans cette perspective, c'est qu'elle établit une symétrie. Et si le système immunitaire a été en partie sélectionné par les pathogènes, comme je l'ai évoqué, à l'évidence, bien entendu, les pathogènes à leur tour ont dû être en partie sélectionnés par le système immunitaire. Et cela est parfaitement vrai. C'est-à-dire que si l'on voit, je reprends ce à quoi j'ai fait allusion plus tôt, si l'on considère maintenant la biologie des pathogènes, si on analyse la façon dont ils se développent, dont ils fonctionnent, on trouve un incroyable zoo, si je peux dire, de mécanismes d'échappement au système immunitaire, de blocage du système immunitaire, et l'on voit bien que ces systèmes
sont des systèmes que les micro-organismes, et notamment les pathogènes, ont effectivement développé au cours de l'évolution pour contrer le système immunitaire et parvenir à se développer en dépit de l'existence du système immunitaire dans les différents organismes qui servent d'hôtes. Incidemment, c'est un merveilleux moyen d'étude du système immunitaire, et d'ailleurs ce sera le sujet de mon cours au Collège de France à la fin de cette année. Mais le point important, c'est que cette symétrie donc nous invite à penser la pathogénèse sous un angle beaucoup plus évolutif et en fonction de ce que nous savons maintenant du système immunitaire. Alors je crois que c'est en ce sens peut-être que nous devons réfléchir à la notion de variabilité d'un certain nombre de micro-organismes et des situations qu'elles engendrent. Nous savons que la grippe, par exemple, est un virus variable. C'est pour ça qu'on refait un vaccin tous les ans en essayant d'anticiper ce que pourrait être la prochaine pandémie ou épidémie. Nous savons bien que le VIH est fondamentalement variable et par des mécanismes qui font que son taux de mutation est absolument extraordinaire et lorsque le VIH se développe à l'intérieur même de l'organisme, il engendre des millions de mutants différents et le mécanisme est fondamentalement de même nature que vis-à-vis du système immunitaire, est fondamentalement de même nature que ce qui se produit lors de la malaria, à savoir que le système immunitaire se mobilise, réduit l'infection à un certain degré, mais les mutants échappent au système immunitaire, se redéveloppent, le système immunitaire se remobilise et ça rééchappe, et comme ça un certain temps, et cette espèce de cycle pour la malaria est à l'origine du phénomène des fièvres quartes, bien connu, qui représente simplement la réémergence des mutants, des variants qui arrivent à s'échapper par rapport au système immunitaire. Alors, peut-être, au fond, on peut s'interroger sur la raison, comme j'ai dit, de la naissance du système adaptatif, mais peut-être, au fond, est-ce en quelque sorte, je le dis simplement à titre de pure spéculation ou d'hypothèse, si vous préférez, mais c'est à peine une hypothèse parce que ce n'est pas prouvable, la réponse du berger à la bergère, en ce sens que, pour mieux faire face au hasard de l'environnement, eh bien, le système immunitaire s'est mis lui-même à utiliser le hasard comme un espèce de contre pour, encore une fois, bâtir un système quasi déterministe pour arriver à structurer un ensemble de formes qui reconnaissent la quasi-totalité des formes extérieures. Alors, il existe un deuxième phénomène que vous connaissez bien, qui est celui de la résistance aux antibiotiques, qui là encore est un phénomène de défense des micro-organismes, non pas maintenant contre le système immunitaire en tant que tel, mais contre le système immunitaire aidé par la main de l'homme, si j'ose dire, c'est-à-dire le médicament inventé par l'homme. Et nous savons à quel point la résistance aux antibiotiques devient problématique. Elle devient problématique notamment avec les maladies nosocomiales qui font que les hôpitaux ne sont plus des lieux totalement sûrs, malheureusement, mais également avec la réémergence de pathologies, et notamment la tuberculose, et la tuberculose multirésistante, qui se redéveloppe dans les pays du tiers-monde, est en passe de devenir un problème de santé publique tout à fait important. Quand on y réfléchit, on arrive à cette perspective que je trouve personnellement tout à fait fascinante, qui est celle-ci. Vous savez qu'on découvre assez peu de nouveaux antibiotiques à l'heure actuelle. Mais il y a un espoir d'en découvrir beaucoup. Cet espoir d'en découvrir beaucoup, c'est qu'on séquence à l'heure actuelle les gènes à tour de bras, si j'ose dire, et plus exactement grâce à des machines performantes, de telle sorte que d'ici un an ou deux, on connaîtra tous les gènes de toutes les bactéries pathogènes et de tous les parasites les plus importants. Et donc, à partir de cela, va s'ouvrir l'ère, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, de ce qu'on appelle la post-génomique, où on aura les gènes, il faudra comprendre à quoi ils servent. Mais il est clair qu'à partir de là, les espoirs de développer des nouveaux antibiotiques sont significatifs. Comme on n'y est pas, et qu'on ne sait pas si ça va marcher, bien malin est celui qui peut faire des prévisions,
Et si l'on fait des prévisions, comme il faut à peu près 10 ans pour développer une molécule dans le système pharmaceutique actuel, ce n'est pas avant 10 ans que nous aurons de nouvelles familles d'antibiotiques, peut-être un peu moins, dérivées de ces opérations de génomique. Mais quelque part, ce que l'on peut déduire de cela, c'est qu'en réalité, nous sommes face, là encore, à une espèce de compétition écologique, mais cette fois dans le temps. Et cette compétition écologique revient à nous demander si notre vitesse d'innovation va être supérieure à la vitesse d'évolution qui fait que les résistances apparaissent. Et en fait, ce phénomène, on le voit très bien dans le cas du VIH, puisque dans le cas du sida, on commence à voir émerger des mutants qui sont résistants à la trithérapie et que l'on espère quand même contrôler grâce justement à l'innovation, puisque d'autres médicaments arrivent qui probablement permettront, et presque sûrement permettront, de contrôler ces nouveaux variants. Mais j'attire sur votre attention sur cette espèce de duo qui ne peut avoir de fin, qui est le duo entre l'évolution des uns et des autres, le duo où le système immunitaire est ce qu'il est et connaît ses limites dans des systèmes comme le VIH, puisque le VIH n'arrive pas à contrôler totalement, le système immunitaire n'arrive pas à contrôler totalement ni le VIH ni la malaria, par exemple, et donc il faut aider le système immunitaire à ce stade par le développement de médicaments et l'innovation, et peut-être, et j'y viens maintenant, le développement de procédures de vaccination ou d'immunothérapie. Je vais maintenant vous dire 2 mots très brefs de la vaccination pour vous mentionner d'abord au plan des grandes catégories qu'il existe la vaccination de type préventif, que nous connaissons bien, et ce qu'il faudrait mieux appeler sans doute l'immunothérapie, c'est-à-dire la vaccination de type thérapeutique, qui consiste à activer le système immunitaire de façon à débarrasser l'organisme, non plus de façon préventive, mais dans un épisode infectieux ou pré-infectieux. Vous noterez que la barrière n'est moins nette que l'on pourrait le croire, simplement parce que nous sommes porteurs de tout un tas de bactéries notamment et de virus comme les virus herpès qui peuvent rester des dizaines d'années dans l'organisme et soudain il y a un épisode infectieux. Et c'est pareil que pour les bactéries. Vous savez que on a découvert, et c'est une grande découverte d'il y a 10 ou 15 ans seulement, que la majorité des ulcères de l'estomac sont liés à une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Et cette bactérie est quand même présente chez 50% des individus à l'âge de 50 ans. Et heureusement, fort peu d'entre eux développent un ulcère, qui néanmoins est lié à cette bactérie, donc avec des cofacteurs dont on ne sait pas encore de quelle nature ils sont. Mais vous voyez bien qu'une vaccination contre Helicobacter pylori est à cheval entre une vaccination préventive et une vaccination thérapeutique, puisque si elle s'adresse à des adultes, elle touchera une population qui est pour moitié déjà infectée. Donc, nous avons ces 2 grandes catégories dans la vaccination. Et dans le champ de l'immunothérapie, j'ai mentionné, bien entendu, le champ qui est un espoir et pas du tout quelque chose de réellement développé à l'heure actuelle, de l'immunothérapie du cancer. Mais il y a un point technique scientifique sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui est le suivant. De façon très intéressante, et encore une fois, si l'on revient à l'histoire, la plupart des vaccins ont été développés par analyse des anticorps. On a suivi les anticorps. Et le repère pour développer le vaccin, c'est est-ce qu'on fait des anticorps ou pas. Et maintenant, surtout avec la vaccination contre le VIH, contre le sida, on est dans une situation où on est fondé à penser, il y a d'excellents éléments pour fonder à penser que les anticorps ne suffisent pas. Et tout porte à croire qu'il faut développer une vaccination qui déclenche la prolifération et l'action des cellules tueuses dont j'ai parlé. Ces cellules tueuses qui sont capables de détruire les cellules infectées par des virus ou par des parasites. Et quand on y réfléchit, cela est évidemment tout à fait compréhensible. Lorsque vous avez des pathogènes qui arrivent à se mettre dans un état dormant, intracellulaire, où ils peuvent rester tapis dans des cellules pendant des années et des années, les anticorps ne peuvent rien. Si l'on veut détruire ces foyers, il faut détruire les cellules infectées,
Et pour autant qu'on sache à l'heure actuelle, la meilleure stratégie possible, c'est d'activer les cellules tueuses et d'arriver à attaquer ces foyers cellulaires, cette fois, de façon à éradiquer la maladie. Et donc, c'est la raison pour laquelle toute une série de nouveaux vaccins cherchent à introduire un bras qui contienne une activation des cellules tueuses, et le fondement du développement du vaccin, des candidats vaccins contre le sida inclut tous à l'heure actuelle une tentative de développer des cellules tueuses. Mais là, la science est un peu pauvre, et la vérité est que l'on ne sait pas très bien, on sait le faire chez la souris encore une fois, mais chez l'homme, on ne sait pas très bien comment activer de façon contrôlée ces fameuses cellules tueuses spécifiques, et en plus, on ne sait pas très bien quelle est la durée de leur mémoire. Alors, je ne peux conclure cet exposé et parler même brièvement de la vaccination sans évoquer la vaccination sous un autre angle, un angle qui est, cette fois, si vous m'y autorisez, plutôt pasteurien, mais qui n'est sûrement pas le privilège ni l'exclusivité de l'Institut Pasteur, mais qui est de vous mentionner que la vaccination est quand même un moyen incroyablement efficace du contrôle des maladies. Et je pense qu'il est très intéressant de voir à quel point la perception de la vaccination est un enjeu social, et je vais le dire en quelques mots seulement, sous forme en gros de 2 ou 3 questions. La première question, c'est que le marché, tout simplement, du vaccin dans notre pays et dans la plupart des pays développés représente environ 3% du marché de l'industrie pharmaceutique. Cela dit clairement quelque chose sur notre désir de prévention par rapport au désir de thérapie. Incidemment et par comparaison, le marché du vaccin en France est légèrement inférieur, je crois, au marché de l'homéopathie. Deuxième chose, ce marché, en fait, génère, bien entendu, de l'argent. Il y a un marché du vaccin, bien entendu, et il y a de l'argent. Mais l'un dans l'autre, nous savons qu'il n'y a pas suffisamment d'argent à droite et à gauche pour développer des vaccins qui n'ont pas un grand marché. Et donc, nous avons ici un autre problème qui est d'une importance capitale, c'est qu'il y a des maladies pour lesquelles on devrait développer des vaccins, des maladies importantes, notamment dans les pays pauvres, et les vaccins sont développés, soit ne sont pas développés, soit sont développés extrêmement lentement, parce que les moyens financiers pour développer ces vaccins ne sont pas disponibles, en dépit de la bonne volonté des uns des autres, d'institutions académiques, d'institutions comme l'OMS, etc. Et finalement, je terminerai par cette question, qui est une question qui, je pense, il faut rappeler, même si elle est banale, c'est qu'après tout, après la faim dans le monde et certains problèmes d'hygiène, la vaccination est l'un des plus grands scandales immunitaires qui soit. À l'heure actuelle, et toujours, et bien que le vaccin ne vaille que quelques centimes, 1 million d'enfants meurent chaque année de la rougeole. Et sans parler des vaccins contre le sida qui restent à développer, je conclurai simplement en vous disant que la vaccination, je pense, est un enjeu important, mais un enjeu qui nous met non seulement face à des problèmes scientifiques, mais qui nous met tous, je pense, face quelque part à nos aspirations, à nos victoires et quelque part à nos défaites. C'est quand même quelque part un miroir de nous-mêmes. Merci. Bien, merci Philippe Kurilski. Nous allons poursuivre cet échange ou ce duo d'une manière moins dangereuse que ce que vous avez présenté. Alors ceux qui souhaitent poser des questions lèvent la main et nous passons le micro. Ici, s'il vous plaît. Dès que vous avez posé votre question, vous rendez le micro de façon à ce qu'on le passe à la personne suivante et j'aurai le désagrément de vous dire qu'à moins le quart, toutes les questions seront terminées. Merci pour ce merveilleux exposé. Je voudrais, dans le cadre de la réémergence de la tuberculose, poser une question. En cas de réaction négative à
à la QT réaction et donc de vaccination BCG. Nouvelle réaction négative de la QT après le vaccin du BCG. Que faut-il en penser? Merci. Vous posez une question qui est tout à fait extraordinaire parce que elle a deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est que l'actuel vaccin contre la tuberculose n'est pas parfait. C'est connu depuis longtemps. Le BCG est un bon vaccin, mais ça n'est pas un vaccin parfait. Et à l'heure actuelle, on peut probablement faire mieux. Le problème du faire mieux, c'est que les développements cliniques qui permettent d'expérimenter le vaccin sont eux-mêmes extrêmement compliqués, indépendamment même de la recherche, et que ces développements cliniques, du fait qu'il faut, de façon éthique, trouver les moyens de vacciner dans des conditions qui assurent une sécurité à ceux qui autrement devraient être vaccinés, pose des problèmes. En d'autres termes, si vous voulez, il y a un problème de fond dans l'amélioration des vaccins par rapport à l'éthique même du fait d'expérimenter et donc de retirer en quelque sorte le bénéfice d'une vaccination qui est ce qu'elle est à des gens qui sinon seraient vaccinés. Je mentionne ce point. Mais certainement un nouveau vaccin serait utile et est en fait en cours de recherche en tout cas. Mais le deuxième point est très intéressant parce que des études ont été faites à l'hôpital Necker, notamment par un jeune chercheur qui s'appelle M. Casanova, et qui a découvert la chose suivante. Il a réuni une cohorte d'enfants qui développent des réactions négatives après vaccination par le BCG. Donc c'est pas, je réponds un peu à côté de la question, en ce sens, c'est pas l'absence de réponse, c'est une réponse qui est négative, c'est-à-dire qu'ils sont un peu malades. Bon. Et l'analyse de ces jeunes patients a démontré une chose, c'est que la plupart, sinon la totalité, je ne sais pas si tous ont été maintenant étudiés, sont des mutants. Ce sont des enfants qui en réalité ont des mutations dans des gènes de réponse immunitaire. Et donc ce sont des immunodéficients, ils ont des déficiences immunitaires partielles qui sont révélées par la vaccination. Et donc je crois que quelque part, nous tombons maintenant dans ce point qui est extraordinairement important et fascinant, qui est le fait que nous sommes une population très hétérogène au plan génétique. Et par conséquent, nous avons les uns et les autres des mutations, des défauts qui nous prédisposent à telle maladie, qui nous prédisposent parfois à certains cancers, qui nous prédisposent à ceci ou qui ne nous prédisposent pas à cela. Et au nombre de ces mutations, eh bien, il y en a certaines qui font que l'on échappe à la vaccination. Et donc c'est intéressant parce qu'en l'occurrence, c'est moins la qualité du vaccin qui est en cause que le génotype en fait des individus. Donc quelque part, on atteint une certaine limite et il va falloir retravailler sur les caractéristiques génétiques des individus pour arriver à contrôler ce type de problème. Oui, généralement les homéopathes sont contre la vaccination. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Merci. Vous m'engagez sur un terrain qui est un peu glissant sans doute. Je peux peut-être m'en tirer en disant qu'à mon sens, d'abord, il y a deux types d'homéopathie pour moi. Il y a les homéopathies aux dilutions quasiment infinies où il ne peut plus y avoir de molécules actives dans le produit. Alors à ce moment-là, il faut quand même être clair, s'il n'y a plus de molécules actives dans le produit, ou bien l'excipient, si vous voulez, a lui-même quelques propriétés, ou bien il n'y a pas de molécules actives. Bon. Mais il y a pas mal de produits homéopathiques qui sont à des dilutions telles qu'il reste une faible concentration, mais de certains produits végétaux, etc. Il n'est pas impossible qu'ils aient une action directe. Mais pour les autres, il est fort possible que le rituel de l'homéopathie, le rituel de la prise, est un effet placebo, et l'effet placebo est un effet mal compris, mais très très documenté. Et donc, je n'ai rien personnellement contre l'homéopathie, mais ce que je regretterais, c'est que dans le rituel en question, ce rituel, si vous voulez, s'accompagne d'une certaine croyance qui, par rapport à l'intégrité du corps et à la croyance de l'homéostase, si vous voulez, intrinsèque du corps, aille effectivement vers le combat des ligues anti-vaccination,
et vers un combat contre la vaccination qui pourrait être désastreux. Il y a quand même, si vous voulez, des preuves patentes de ce que donne la baisse de la couverture vaccinale. Les preuves patentes, on les trouve dans l'ex-Union soviétique et donc en Russie à l'heure actuelle, où, pour des raisons que je ne vais pas détailler, mais la couverture vaccinale a baissé et la diphtérie fuse, si vous voulez. Ça ne devrait pas arriver. Et on sait que lorsque la couverture vaccinale baisse au-dessous d'un certain seuil, les maladies réapparaissent très, très rapidement. Bonsoir, monsieur. Je voudrais vous poser une question. Au même titre que la vitamine C, par exemple, peut être utilisée face à l'hépatite C, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le rôle de la vitamine face au cancer A, E, C? Et la deuxième question, ça serait que vous puissiez nous dire où on en est quant à l'acquisition des cellules mémoire contre le cancer. Merci. Oui. Alors, je ne suis pas médecin et pour les vitamines, je ne peux pas réellement vous répondre, sauf vous dire qu'il y a tout un champ de recherche sur les oxydants intracellulaires et les antioxydants à l'intérieur des cellules. Incidemment, je vous mentionne, ça nous intéresse tous quelque part, que jusqu'à présent, on n'a trouvé qu'un seul moyen de faire vieillir des souris au-delà de leur âge normal, c'est leur couper l'alimentation d'un facteur 2. Et quelque part, et il y a des preuves, enfin des éléments de preuve scientifiques, cela nous indique que le simple moteur qui nous fait vivre, hein, lorsqu'il fonctionne à bloc, fait que nous nous usons. Et de façon intéressante, on a pu isoler des mutants, chez la mouche notamment, et c'est très amusant, il y a des mutants ils battent des ailes 2 fois plus vite, mais il y en a certains, ils meurent 2 fois plus tôt. Donc vous voyez, il y a certaines relations dans le niveau d'activité que nous imposons à notre corps et à certains vieillissements, et donc aussi à certaines formes de cancer, parce que les cancers sont quand même quelque part une maladie du vieillissement, bien entendu, et ce sont des maladies largement génétiques du vieillissement. Donc je ne peux pas vous répondre beaucoup plus. Votre deuxième question, c'était sur les cellules mémoire. Écoutez, il y a eu des dizaines d'essais cliniques dits de phase 1 à l'heure actuelle avec des protocoles d'immunothérapie dans le domaine du cancer. Pour une raison que personnellement je trouve étrange, y compris au plan de l'éthique, l'éthique veut que ces protocoles soient d'abord pratiqués chez des patients dits de dernier recours ou des patients dans des stades avancés. Or, on sait que chez ces patients, le système immunitaire est totalement dégradé. Donc, quelque part, c'est quand même relativement curieux parce que on a essayé beaucoup de ces traitements en première intention chez des patients qui réellement pouvaient probablement pas répondre. Alors, ceci étant, il ne faut pas avoir de confusion sur l'objectif d'un essai de phase 1. Il est destiné à vérifier l'innocuité de la préparation que l'on injecte, et donc il y a bien entendu une logique à ce que l'on opère dans ces conditions-là. Mais il est vrai qu'on commence seulement maintenant, depuis 2 ou 3 ans, des protocoles qui remontent bien en amont dans le traitement de certains cancers et dans lesquels on commence à observer ou à ne pas observer certains résultats. Il y a quelques résultats qui sont importants et intéressants, notamment, je crois, dans le traitement des lymphomes B, où il y a vraiment des résultats qui commencent à être réellement intéressants. Mais ce serait un mensonge de vous dire que les espoirs que l'on place à l'heure actuelle dans l'immunothérapie du cancer sont prouvés. Ça n'est pas vrai, c'est en expérimentation clinique. Bonsoir. Nous entendons de plus en plus souvent parler des maladies auto-immunes. Je voulais avoir quelques précisions, en particulier connaître l'origine de ces maladies auto-immunes. Est-ce qu'il y a des origines génétiques? Est-ce que ce sont des règlements plus contemporains? Vous parliez de résistance à certains types d'antibiotiques.
Et par ailleurs, est-ce qu'il existe des traitements? Est-ce que les immunosuppresseurs sont la seule panacée? Est-ce que les autovaccins sont jugés efficaces? Merci. Vous abordez un champ qui est gigantesque et qui est réellement, me semble-t-il, l'un des prochains grands chantiers de l'immunologie. Et malheureusement, en disant ça, je dis ce qui doit être dit, à savoir qu'à l'heure actuelle, on comprend très mal ce que sont les pathologies auto-immunes. Et je dis les pathologies auto-immunes parce que, à l'évidence, il y a toutes sortes de conditions qui conduisent à des pathologies auto-immunes et on ne comprend pas très bien à l'heure actuelle ce qui se passe. Donc la vérité, c'est qu'on est encore, au point de vue des traitements, largement dans le champ de l'empirisme. Alors, concernant le problème des infections, vous voyez avec les chiffres que j'ai évoqués, ce chiffre un peu magique du milliard de structures différentes, qu'en réalité, on peut imaginer qu'un milliard de structures n'épuise pas vraiment la totalité des structures de l'univers. Et donc, en fait, cette reconnaissance que nous jugeons spécifique parce qu'elle marche, elle fonctionne, cette reconnaissance est en fait dégénérée. En d'autres termes, elle est moins spécifique que ce que nous imaginons, et donc des réactivités croisées sont possibles. Il y a des cas documentés dans lesquels l'infection par un pathogène déclenche une réaction immunitaire qui effectivement est dirigée contre le pathogène, mais qui a une réaction croisée avec des protéines de l'organisme. Ça, c'est documenté dans un certain nombre de cas. Et donc, il n'est pas impossible que certaines infections facilitent le développement de certaines pathologies auto-immunes. Mais peut-être le problème se situe sur un terrain scientifique totalement différent, comme par exemple le terrain de la migration des lymphocytes au bon endroit, au bon moment, ou encore qu'ils expriment les bons médiateurs, les fameuses cytokines, au bon endroit, au bon moment. Et donc, je ne peux pas vous répondre plus honnêtement qu'en vous disant qu'à mon sens, c'est le chantier qui doit s'ouvrir et pour lequel les concepts fondateurs sont peut-être là et peut-être même pas encore là. Je voulais vous poser 3 questions, je serai rapide. La première question, dans le tableau que vous avez dressé, vous mettez l'allergie à quel moment? Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de l'organisme et elle est due à quoi? Ma deuxième question, c'est la grande épidémie de 1918. Est-ce que ça a été un déficit, comment dirais-je, est-ce que c'était dû avant tout au virus de la grippe, à sa toxicité, on pourrait dire, ou bien ça a été dû aux déficiences des systèmes immunologiques du fait de guerre. Et ma troisième question, vous avez parlé du cancer comme quelque chose qui serait intracellulaire finalement au départ. Or, est-ce que vous pensez que, étant donné que les phénomènes de cicatrisation sont voisins, mais que justement, à un moment donné, la cellule va trop loin pour se multiplier, est-ce que vous pensez que c'est plutôt pas quelque chose de facteur externe à la cellule qui expliquerait les cancers? Eh bien, voilà 3 excellentes questions. Rapidement, les IgE, qui sont donc caractéristiques des réactions allergiques, sont surtout évoqués, comme on dit, lors d'infections à parasites. Alors, est-ce que le système... Alors, si vous voulez, il faut imaginer l'homme d'il y a 2000 ans. Je veux dire, les malheureux devaient être parasités de partout. Mais de partout. Et peut-être à ce moment-là, le système IgE était-il beaucoup plus utilisé, et peut-être l'allergie est une sorte de mal nécessaire qui vient de ce système de défense. Mais personne n'en sait rien, et en tout cas, moi, je ne le sais pas. Donc, c'est une excellente question. Concernant le virus de la grippe, alors là, les choses sont très très claires. Le virus était particulièrement méchant. C'était un variant extrêmement dangereux du virus grippal. Et vous savez qu'on a assassiné un certain nombre de poulets à Hong Kong il n'y a pas très longtemps, et je crois qu'on a eu bien raison de le faire, parce que le variant qui sortait là était un variant qui n'était pas très sympathique. Alors, concernant le cancer, toutes sortes d'éléments externes
peuvent intervenir, si vous voulez, pour déclencher ou faciliter l'émergence de cellules cancéreuses, y compris des infections. Il y a certains virus qui sont bien connus, le virus du papillome, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C et tout un tas peuvent déclencher un certain nombre de cancers. Quelque part, c'est transduit, si j'ose dire, à l'intérieur de la cellule, forcément. Forcément, et dans la plupart des cas, il s'agit bien de dérèglements génétiques qui se trouvent finalement imprimés en quelque sorte dans la cellule. Bien entendu, une cellule ne devient pas cancéreuse en une étape. On revient au contrôle de qualité que j'évoquais. Tous ces systèmes cellulaires sont bardés de contrôle dans tous les sens, et une cellule ne devient cancéreuse qu'au terme d'au moins 3, 4 étapes successives qui franchissent 3 ou 4 barrières de défense successives, qui sont des barrières non immunitaires, qui sont des barrières à l'intérieur de la cellule, construites dans le système cellulaire lui-même, et notamment par les fameux mécanismes d'apoptose, de mort programmée, qui fait que quand une cellule va mal, elle se suicide, point final. C'est la règle cellulaire de base qu'on connaît depuis fort peu de temps d'ailleurs. Est-ce que cette activation des cellules T, dans les expériences que vous avez faites, a amené des problèmes qui pourraient transparaître après dans des essais sur l'homme? Est-ce que par exemple, ça favoriserait les maladies auto-immunes, ou bien est-ce qu'au contraire, ça serait une régénérescence du système immunitaire par rapport à ce que vous venez de dire sur la dégénérescence de ce système? Vous posez une question qui est tout à fait intéressante et qui renvoie à une interrogation majeure. C'est que quand on analyse la littérature, enfin tout ce qui est connu, si vous voulez, en termes d'immunologie chez la souris, pour commencer, on s'aperçoit qu'en fait, il est extrêmement difficile de rompre ce qu'on appelle la tolérance. Et donc, il existe des pathologies auto-immunes, mais en fait, sauf dans des systèmes très particuliers, on ne sait pas les déclencher. Alors, il y a des souris qui sont aptes, si vous voulez, et il y a des systèmes qui permettent de... Mais fondamentalement, le système de la tolérance est tellement fortement construit qu'on ne sait pas réellement comment le casser. Et un point très intéressant et positif, cette fois, en termes d'immunothérapie du cancer, c'est qu'en gros, tous les essais précliniques qui ont été faits indiquent que le problème de la réaction auto-immune qui serait induite est faible ou nul. Il y a un exemple néanmoins, c'est dans le cas du mélanome, où l'un des signes que peut-être une vaccination va marcher ou peut avoir un effet bénéfique contre le mélanome, c'est l'apparence de vitiligo qui indique qu'il y a une certaine attaque des mélanocytes de la peau, si vous voulez, par le traitement immunitaire. Et quelque part, on l'attend dès lors que les antigènes qui sont utilisés et qui apparaissent à la surface du mélanome sont effectivement à la surface des mélanocytes. Mais fondamentalement, il y a pour l'instant très très peu d'indications qui indiquent un problème auto-immun dans ce genre de manipulation. Merci Philippe Kowalski.